Après une étape à Niamey, une délégation russe a séjourné hier à Bamako pour des travaux avec plusieurs ministres maliens. L'énergie figure parmi les principaux axes abordés dans le cadre de cette commission intergouvernementale mixte Mali-Russie. Le 31 juillet, l'Afrique célèbre la journée panafricaine des femmes pour honorer leur rôle historique dans la libération du continent et la défense des droits. Cette année, le Mali met l'accent sur la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes. Pour en parler, nous recevons Mme Diawara Bintou Koulibaly, présidente de l'APDF. Lors de sa conférence de presse mensuelle ce mardi, le ministre de la Jeunesse et des Sports a abordé deux sujets majeurs, dont la demande de restitution des investissements engagés pour les préparatifs du mondial U19 de basketball. On en parle en fin d'édition. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Après Niamey, une délégation russe était à Bamako hier en commission de travail avec plusieurs ministres. L'énergie est l'un des éléments centraux de cette commission intergouvernementale mixte Mali-Russie. Djeneba Samaki. Intergouvernementale mixte entre le Mali et la Russie qui avait été annoncée par les présidents russes et maliens. C'était à l'occasion de la visite du président Assimi Goïta à Moscou du 22 au 26 juin dernier. Un mois après cette visite, la première session de la commission mixte se tient cette semaine à Bamako. La délégation russe conduite par son ministre de l'Énergie, Sergei Tessivilev, et celle du Mali par le ministre de l'Économie et des Finances, Al-Husseini Sanou, ont dirigé les travaux de la première session sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre les deux pays, avec un accent particulier sur l'énergie. En effet, le Mali est confronté à une crise énergétique depuis 2022 avec des coupures allant de 6 à 8 heures par jour. Cette première rencontre est une première étape pour l'opérationnalisation de la commission intergouvernementale selon le ministère des Affaires étrangères. L'objectif est d'intensifier le dialogue multisectoriel, dynamique et fructueux entre Bamako et Moscou en vue de la promotion des intérêts économiques réciproques dans les domaines prioritaires, parmi lesquels l'agriculture, l'énergie, les transports, les mines, l'éducation et les sciences. Un contrat a été signé sur la cartographie géologique des régions du Nord dans les bassins de Taoudeni et du Gourma et un second sur l'exécution d'une base de données géologiques au Mali. Plusieurs autres accords et mémorandums ont été signés et les travaux des sous-commissions ont été fixés à 2 mois. Les parties veulent ainsi accroître les investissements productifs et le suivi opérationnel des projets d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral qu'à l'échelle confédérale. Car oui, avant le Mali, la délégation était à Niamey et a annoncé son intention d'exploiter l'uranium et développer le nucléaire civil au Niger, mais aussi créer un système entier de l'exploitation de l'uranium. L'uranium est utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires pour produire l'électricité. Le Niger fait partie des plus grands producteurs d'uranium au monde. En 2023, sa production était estimée à 3 527 tonnes, soit 6,3% de la production mondiale. Actualité sécuritaire à présent. Mardi, l'armée a annoncé avoir mené le 16 juillet une opération de précision dans le nord de Kidal contre d'importants responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, où plusieurs cadres terroristes de cette organisation ont été éliminés par les FAMA. Djeneba Samaki. Selon un communiqué de la DIRPA rendu public mardi, l'opération menée par les forces armées maliennes le 16 juillet visait des leaders terroristes des rangs internationaux qui étaient directement chargés de planifier et de coordonner les actions du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, sur le territoire national et dans le Sahel. Cette opération, qui a permis de neutraliser plusieurs chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakimi, représente une nouvelle victoire pour la sécurité du Mali et de toute la région du Sahel. Il s'agit des actions offensives qui consistent à chercher les terroristes, à chercher les bases d'entraînement des terroristes, à chercher les bases logistiques des terroristes et les détruire avec ses alliés de l'AIS et bien sûr ses partenaires russes. Cette opération intervient dans un contexte de recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans le nord et le centre du Mali, malgré les efforts des forces armées maliennes. Selon des observateurs, la perte des commandants expérimentés désorganise inévitablement les réseaux terroristes, perturbe leur chaîne de commandement et affaiblit leurs capacités opérationnelles. Cela pourrait entraîner une diminution des attaques et une désorganisation interne au sein d'Hakimi. L'emplacement de cette opération dans le nord à Kidal
est également significatif, cette zone ayant été pendant longtemps un bastion et un sanctuaire pour les groupes armés terroristes. Le 31 juillet, l'Afrique célèbre la journée panafricaine des femmes, un moment pour honorer les rapports historiques à la libération du continent et rappeler leur rôle essentiel dans la défense des droits et le développement. Cette année, le Mali place cette journée sous le thème promouvoir la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali en soutenant leurs droits. Pour en parler, nous recevons ce soir Mme Diawara Bintou Koulibaly, présidente de l'APDF. L'APDF, c'est l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci à vous. Parlez-nous brièvement de l'association. Quelles sont les activités que vous menez principalement? Bon, l'APDF, comme vous l'avez dit, c'est l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. Donc, généralement, les activités que nous menons, c'est surtout l'écoute, l'assistance juridique et judiciaire. Nous avons un centre d'hébergement, d'accueil et d'hébergement pour les femmes filles victimes de violences et nous faisons aussi la réinsertion socio-économique des femmes. Et donc, demain, 31 juillet, que représente cette journée pour les femmes d'Afrique et celle du Mali particulièrement? Bon, ça, c'est des journées de plaidoyer auprès des décideurs parce que nous savons que toute l'année, nous cherchons, nous faisons beaucoup de choses pour pouvoir amener les autorités à prendre des décisions idoines pour le respect des droits de la femme. Mais la journée internationale, c'est une journée de plaidoyer et partout on crie sous les pour pouvoir amener nos autorités à nous écouter et à faire vraiment les droits de la femme une priorité au Mali. Alors en 2025, le thème retenu met l'accent sur la justice sociale, économique et environnementale surtout. Pourquoi cette justice est-elle importante pour les femmes? La justice est importante pour les femmes parce que nous savons que sur tous les plans, nous savons que le Mali a un régime patriarcal. Et généralement, les femmes, leurs droits sont souvent violés à travers ce patriarcat. Donc nous pensons que les femmes jouent un rôle important dans le développement des pays et c'est pourquoi cette justice est importante pour nous afin que nous puissions intervenir en tant que femmes, en tant que citoyennes dans le développement de notre pays. Quelles sont les activités prévues pour la journée de demain? Pour la journée de demain, le ministère de la Promotion de la Femme fait le lancement de la journée. C'est ce qui est prévu. Il y a eu des activités avant que les associations ont menées. Mais le ministère, c'est le lancement demain. Alors, vous l'avez évoqué, c'est une journée qui vous permet de faire des plaidoyers pour les femmes. Et quels sont les messages principaux que vous voulez adresser demain aux autorités? Bon, principalement, d'abord, nous voulons que les autorités respectent la mise en œuvre de la loi 052. Parce que ça permet de corriger la différence entre le fossé qui existe entre les hommes et les femmes. Les 30%, vraiment, ça a permis de corriger certains dysfonctionnements. Et ensuite, nous lançons l'appel aux autorités pour que cette loi puisse être respectée à tous les niveaux. Parce qu'on a dit les postes nominatifs et électifs. Donc, nous pensons que les 30% doivent être respectés. Et puis, au Mali, il y a beaucoup de lois. Nous avons de bonnes lois, mais l'application pose problème. Je pense que j'interpelle les autorités pour qu'ils fassent attention à ce que toutes les lois qui ont été votées et adoptées par le Mali, que ça soit respecté, appliqué effectivement. Parce que souvent, la justice, comment dirais-je, prime. La justice traditionnelle prime sur la justice formelle, surtout la société malienne. Donc, je pense qu'on doit revoir cette situation. Quand on parle de droit, on doit le respecter. Et comment le respecter? C'est respecter et appliquer les lois que le Mali même a votées par rapport à ça. Le message, il est très clair. Et concernant l'avenir des droits des femmes au Mali, est-ce que l'espoir est permis? Oui, il y a eu beaucoup d'avancées. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancées parce que même avec la loi 052, il y a des avancées que le Mali, dans beaucoup de domaines, il y a eu des avancées. Mais il faut dire qu'il reste beaucoup à faire.
Il reste beaucoup à faire parce que les lois sont là, mais l'application, je dis toujours que ça pose problème. Si les lois étaient appliquées comme c'était, aujourd'hui, on ne serait pas là. Je pense que toujours les autorités doivent encore fournir plus d'efforts pour prendre en compte les préoccupations et les besoins spécifiques des femmes et des filles. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de droits qui sont violés. Les femmes, mais juridiquement, souvent, la société même intervient. Donc, ça bloque la situation. Donc, nous voulons que ces actes de banalisation de certaines violations des droits, qu'on puisse les arrêter pour qu'on puisse respecter vraiment, effectivement, les droits de la femme et de la fille au Mali. Un message à l'endroit des femmes elles-mêmes? Bon, là, à l'endroit des femmes elles-mêmes, je pense que la journée panafricaine, c'est une journée pour toutes les femmes. Ce n'est pas les festivités. Il faut qu'elles s'engagent auprès des autorités, auprès des personnes ressources pour faire un plaidoyer fort afin qu'on puisse nous écouter et qu'on puisse agir et puis respecter nos droits. Merci d'être passée sur ce plateau, Madame Diawara. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal se poursuit, cap sur la Côte d'Ivoire, dans un climat politique ouest-africain de plus en plus tendu. La décision d'Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat en Côte d'Ivoire relance le débat sur la longévité au pouvoir des dirigeants africains. Une annonce qui, au-delà des frontières ivoiriennes, résonne comme un écho d'une pratique désormais bien ancrée sur le continent. Ibrahim Babi pour l'analyse. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le président ivoirien Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a officiellement annoncé le 29 juillet 2025 qu'il briguerait un 4e mandat lors de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. À 83 ans, il justifie cette décision par les défis persistants du pays, économique, sécuritaire et monétaire, affirmant que la Constitution rend cette candidature légale et que sa santé le lui permet. Ce revirement fait suite à une révision constitutionnelle controversée en 2016, interprétée par la Cour constitutionnelle comme permettant de réinitialiser le compteur des mandats, facilitant ainsi ses 3e et 4e candidatures. Mais cette décision est vivement critiquée. L'opposition accuse M. Ouattara de s'accrocher au pouvoir malgré un engagement antérieur de retrait et voit dans sa nouvelle candidature un pas supplémentaire vers l'autoritarisme. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, cette trajectoire concentre des similitudes avec d'autres dirigeants aspirant à prolonger indéfiniment leur mandat. Parmi ces cas figurent celui de Faure Gnassingbé au Togo exerçant depuis 2005, Denis Sassou Nguesso au Congo avec plus de 40 ans au pouvoir, Paul Kagame au Rwanda depuis 2000, Théodoro Obiang en Guinée équatoriale aux commandes depuis 1979 ou le plus célèbre, Paul Biya au Cameroun qui a plus de 40 ans également. Il incarne un modèle politique qui contourne ou modifie les dispositions constitutionnelles au fil des années. Pour M. Ouattara, cette nouvelle candidature repose sur la volonté affichée de garantir la stabilité et l'expérience dans une région marquée par la montée des tensions et l'influence croissante des puissances extérieures. Toutefois, nombre d'observateurs jugent que ce prolongement du pouvoir porte atteinte à la démocratie tout en alimentant les risques d'instabilité. L'exclusion judiciaire de figures majeures de l'opposition comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro renforce cette perception d'une compétition électorale verrouillée. Retour au Mali, ce mardi, le ministre de la Jeunesse et des Sports était face à la presse pour sa traditionnelle conférence mensuelle. Au cours de cet échange avec les hommes de médias, 2 sujets clés ont retenu notre intérêt. Azitoumani Koulibaly. Des questions liées à la citoyenneté, le point sur les récentes compétitions auxquelles le Mali a pris part, la non-participation du Mali à la Coupe du monde féminine U19, voilà quelques thématiques qui ont été approfondies par le ministre Fomba. En effet, le Mali n'a pu participer à la Coupe du monde féminine de basket pour cause d'obtention des visas en République tchèque. Le ministre a déploré la situation avant de souligner que le Mali ainsi que les pays de l'AES s'opposent à l'organisation d'une autre compétition internationale en République tchèque. Je crois que tout le monde a vu la lettre de la FIBA qui reconnaît qu'il y a eu des erreurs et qui s'engage à ce que ces erreurs ne se répètent plus. Pour nous, ce dossier n'est pas clôturé. Parce que le fait de reconnaître qu'il y a des erreurs ne suffit pas. Nous avons mis de l'argent. L'État a investi de l'argent
dans le cadre de la préparation de ces filles, nous réclamons le retour, le remboursement de tous les frais engagés par l'État. Et nous avons fait un courrier dans ce sens-là à la fédération. La deuxième chose, nous nous opposons, et nous espérons que nous allons avoir l'accompagnement d'autres pays. Nous avons déjà le soutien de l'AIS, vous avez vu les courriers, mais nous nous opposons vraiment à l'organisation d'une autre compétition internationale à la République tchèque. Outre ce point, un démenti a également été fait sur les allégations portées sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Elles portent notamment sur le non-paiement des salaires du staff technique des U17 de football. Une information mensongère pour le ministre. Ils ne peuvent pas sortir pour dire qu'ils n'ont pas reçu d'argent. Ils n'ont pas reçu l'intégralité, d'accord, mais ils n'ont pas reçu de fonds, ce n'est pas possible. En réalité, les contrats qu'il y a entre la fédération et certains entraîneurs de petite catégorie, ce n'est pas un salaire mensuel qu'ils ont avec l'État. Ils n'ont pas de salaire mensuel avec l'État. Ce sont des salaires par objectif qui sont donnés. Le reste des périodes sont payées par les fédérations. La fédération de football a payé ces gens-là. Nous avons les fiches de paiement. À l'entame de son intervention, M. Fomba s'est réjoui de la participation du Mali au championnat de bras de fer sportif à Abuja, où les athlètes maliens ont remporté 19 médailles d'or. À en croire ses dits, aucun effort ne sera consenti pour contribuer à la valorisation de la discipline. L'Afrobasket féminin 2025 à présent est entré ce mercredi 30 juin dans une phase décisive avec 8 équipes restantes qui s'affrontent en barrage pour décrocher les 4 dernières places qualificatives au quart de finale. 4 équipes ont déjà validé leur billet en terminant invaincues lors de la phase de groupe, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Ouganda. En quart de finale, les Aigles Dames du Mali affronteront le Mozambique, vainqueur sur la Guinée, ce mercredi sur le score de 91-38. Les 3 autres rencontres qualificatives au quart de finale sont l'Égypte contre le Soudan du Sud, le Sénégal face au Rwanda et l'Angola contre le Cameroun. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous.